un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire. Dans le monde des grandes dichotomies, je vous remercie de soutenir des petits créateurs qui épluchent l'information pour vous en faire un petit digest, un petit résumé pour les informations que vous auriez ratées ou simplement pour vous mettre à jour. Bonjour Flavie, comment vas-tu? Bonjour David, comment vas-tu? Moi ça va, ça peut aller. Tant d'énergie, ne pas être au comblé de faire une émission aujourd'hui. Alors je te propose d'attaquer dans le dur, hein. C'est intéressant le premier sujet. Parce qu'on a beaucoup, c'est fou comme le personnage monopolise l'information mondiale, mais il va falloir parler d'un certain Donald Trump. Mais cette fois-ci, C'est original. pour s'interroger sur, parce qu'en fait, il agit au moins il agit contrairement à d'énormément de politiciens, mais on a l'impression qu'il gesticule maintenant ou qu'il part dans tous les sens comme une poupée désarticulée, et donc on pose la question: Trump déconne-t-il? Eh bien, on a de nombreuses déclarations. Le problème, évidemment, étant que on a des relais de la presse qui font de façon très indistincte des propos qui sont tenus dans l'avion devant quelques journalistes au milieu de 2 heures de conversation. C'était ça son histoire du troisième mandat. Bon, maintenant, il paraîtrait que c'est sérieux. Bon, avec Trump, on sait qu'il manipule les médias en disant à peu près tout et n'importe quoi, ce qui lui permet de garder le tempo pour lui et en même temps de dévier la réflexion et la lumière. Bon, je ne sais pas, toi, comment tu le vois un petit peu. Toi, tu as peut-être ressenti aussi ce problème face à l'abondance du verbe trumpien. Il parle trop, oui. Il parle trop, ça c'est sûr. C'est un peu dommage parce que ça nuit à, ça nuit à l'avancée, surtout aux avancées diplomatiques, entre guillemets, sur la guerre en Ukraine. Alors, elles ne sont pas très diplomatiques, en effet, puisque bon, déjà, ce sont des chefs d'État. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'il y a comme démarche vraiment diplomatique de la part des ministres des Affaires étrangères derrière ou des corps diplomatiques. On entend surtout les chefs d'État. Et de la part de Trump, c'est la grosse cavalerie. Donc c'est vrai que c'est pas... En tout cas, sur ça, c'est pas très, on sait pas très bien où on va. C'est pas ce à quoi on est habitué aussi. C'est pas le genre comment dire, de façon de gérer les crises qui peuvent mener à les résolutions de conflits. On n'est pas habitué à ça. Donc bon, ça c'est dans ce sens-là, on peut dire qu'il déconne. En tout cas, dans la forme, dans le fond, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Oui. Je pense que les choses avancent dans le fond, mais c'est assez compliqué. D'après les dires d'un ancien ambassadeur, les choses avancent en réalité. Sauf que nous, on n'entend que du bruit et de la fureur, on n'entend pas vraiment le fond. En vrac, on a effectivement cette affaire de troisième mandat. Ce week-end, il voudrait sceller les accords sur TikTok et un éventuel rachat. On serait très étonné que les Chinois acceptent. On a des propos assez durs contre les Européens. L'affaire Le Pen a apparemment alarmé quand même, c'est un anglicisme, a étonné, en tout cas a fait réagir Monsieur Trump. On a donc un Trump qui comme un haut-parleur télévisuel, s'exprime sur tous les sujets. En tout cas, c'est assez d'ailleurs assez impressionnant qu'il arrive à diriger le pays et parler autant sur les réseaux ou à la presse, quoi. Il n'y a pas que lui qui dirige le pays, hein, je crois. Oui, indéniablement. Moi, en tout cas, je maintiens ce que j'ai dit dans plusieurs émissions, c'est que d'un point de vue de la prise au sérieux des États-Unis et de la légitimité de sa parole, il serait peut-être nécessaire quand même de couper cette phase de négociation où on crée un nuage de guerre en dispersant des propos constants. Je crains que, sincèrement, si c'est 4 ans comme ça, dans 6 mois, plus personne n'écoute Trump, personne n'écoute c'est ça le problème. C'est un peu le politique. problème que déjà avait à Emmanuel Macron hein, aussi. C'est-à-dire, bon, pas de la même façon, mais c'est vrai que les gens qui parlent trop, et surtout avec un verbe qui n'a pas de valeur, puisque ça va dans tous les sens, et souvent, en tout cas de la part de Macron, il dit à peu près le contraire de ce qu'il va faire.
ça, c'est toujours un vrai écueil. Donc, ça, il faut encore attendre un petit peu, hein. Ça fait quand même pas très longtemps qu'il est au pouvoir. Mais voilà. Alors après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression quand même que la Russie est plutôt en position de force. Et qu'en fait, Trump s'énerve contre Poutine. Bon, ça, c'est un autre sujet. On peut voler directement sur l'Ukraine, effectivement. Il semblerait que les Chinois et les Ukrainiens, les Russes, pardon, dans une mesure évidemment différente, aient une conception du temps beaucoup plus large, beaucoup plus longue, sur le temps long, contrairement à Trump qui vit vraiment dans un présent, dans un quotidien, en fait, où il joue ses coups quand même assez à long terme, ce qui ne l'empêche pas évidemment d'avoir une vision, mais on a des conceptions assez différentes. C'est-à-dire que le Kremlin, sans se moquer un petit peu, et il continuer son jeu, le terrain lui étant favorable. Ouais. Bon, sur l'Ukraine, on va peut-être pas s'étendre trop parce que pour le moment, justement, il y a peu de. C'est un peu légal, il y a peu de contenu. Je voulais peut-être parler rapidement de justement de ce qu'il. Oui, On va quand même évoquer l'Ukraine, on a quand même quelques éléments. Bon, d'accord. sur le terrain, les batailles s'enchaînent dans les deux sens. Il semblerait quand même que les, que les combats soient un petit peu plus meurtriers. On a du côté anglais une déclaration évidemment de Starmer assez incendiaire qui veut augmenter les sanctions. Ça fait suite à une évocation des Américains. On a un article assez intéressant du New York Times qui retrace bon, ce que dit tout le monde en fait, que les Ukrainiens ont une part de responsabilité. Euh, on a un, on a un changement de la parole communément acceptée et un durcissement. On a l'impression vraiment qu'on veut lâcher l'Ukraine, c'est ce qui sort un petit peu de l'article, qui néanmoins avoue donc les responsabilités en disant bah, ce qui s'est passé en 2014, avec un angle qui était toujours assez intéressant avec les Américains. Ils ne sont jamais fautifs, ils ne perdent jamais. Alors que bon, il faudrait quand même se rappeler que les Américains sont spécialistes dans la perte des guerres. Ils vont de défaite en défaite, en bons vendeurs d'armes. Ils ne gagnent rarement sur le terrain. Bon, voilà, on a le Kremlin qui semble quand même relativement dominant. Et il semblerait, selon Sachs, que les Occidentaux ont toujours l'impression qu'ils vont pouvoir avoir un stalemate, une situation de gel relativement équilibrée, ce que d'autres analystes considèrent comme absolument stupide, parce que la position russe est trop dominante. Ok. Voilà le petit tour d'horizon, pardon, très joli lapsus. Sur l'Ukraine, bon, écoutez, de toute façon, les choses avancent. Et bah, de toute façon, étant donné que Trump a annoncé sa volonté des 100 jours, ce qui ne semble pas tout à fait faisable, on a quand même une volonté américaine d'aller vers des pourparlers. On verra si ça aboutit. Et 100 jours, ça nous mène jusqu'à quand? Il reste 30 jours. 28. C'est pas beaucoup, hein. Comment réagissent les pays asiatiques, peut-être, à ces changements à ce changement majeur, en tout cas en Occident? Donc, tu voulais peut-être parler de l'Inde et de la Chine? Ah, on pourrait voir le premier signe du défaut de l'incertitude amenée par Trump qui, par son verbe anarchique, bah, génère des zones d'ombre sur l'avenir qui se profile. On a effectivement une sorte de dégel, une acceptation de lever des interdictions de déplacement, de visa. On a une annonce commune de volonté de rapprochement stratégique. L'Inde et la Chine, des ennemis historiques ayant des conflits, notamment sur les zones de l'Himalaya, au nord de l'Inde, à l'ouest de la Chine, qui arriverait, ce serait quand même relativement millénaire, ce sont des ennemis, un peu comme la France et l'Allemagne. Ce rapprochement est principalement dû aux Américains et à la façon dont se comporte Trump, tout en sachant qu'évidemment, les Américains ont toujours été soucieux et fort efficaces à garder l'Inde dans leur giron, en partie contre la Chine. Bon, on a des revirements. On peut dire que quand on bouge un peu trop la table, l'assiette peut vous tomber sur les genoux. Et c'est ce qu'on pourrait penser observer
quand on voit les actions de Trump. Surtout avec ce rapprochement historique, bon, qui est de très faible ampleur actuellement, mais qui est un pas vers l'avant, alors que c'est des pays qui n'ont jamais fait que reculer et s'affronter. Oui, mais alors justement, moi j'ai lu qu'il y avait en cours un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Inde, car l'Inde est un des pays les plus protectionnistes au monde. Et justement, il y a des voix qui s'élèvent en Inde pour l'être un petit peu moins. En tout cas, il y a des voix qui se plaignent que les droits de douane protègent des secteurs non compétitifs au détriment de ceux qui exportent. Donc les dirigeants indiens sont ultranationalistes, on le sait, mais ils appellent déjà à sortir d'un protectionnisme total. Et donc, voilà, il n'y a pas seulement un rapprochement Chine-Inde, il y a aussi une sorte de rapprochement Inde-États-Unis sur la question du libre-échange. Alors, c'est pour parler, et la proximité Inde-américaine est ancienne. Et évidemment, tout le monde joue ses cartes et un rapprochement Chine-Inde va forcer les Américains à faire plus de concessions à l'Inde pour un rapprochement et pour désarrimer évidemment les deux pays. Bon, chacun joue sa partition. Les Américains ont toujours une diplomatie très agressive, une diplomatie économique très agressive. On va voir. C'est difficile à dire ce qui va se passer. En tout cas, je trouve que c'est un revirement assez important, voire vraiment tonitruant. Bon, pour l'instant, c'est nulle part, hein, c'est juste déclaratif et quelques broutilles. Bon, c'est intéressant d'analyser la suite. On remarque néanmoins que ce qu'on disait précédemment, c'est quand même une conséquence de Trump. Trump qui fait tout pour affaiblir la Chine, d'où sa position en Ukraine pour désarrimer les Russes. Deuxième désarmement, bon, écoutez, je suis pas sûr que ça marche très fort pour l'ami américain. Alors, alors peut-être un petit mot sur justement, parce qu'on parlait de libre-échange. Les droits de douane devraient rapporter, selon le Figaro, 6 000 milliards de dollars, qui c'est presque le budget annuel du gouvernement fédéral, plus les 100 millions de dollars sur les voitures importées. Alors, Donald Trump avance ça comme des réductions d'impôts pour les Américains, donc ils le vont aussi comme ça. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont énormes. Enfin, pour l'instant, comme tu le disais, ce sont des annonces. Alors aussi, de la même façon... Oui, Ça m'étonne un peu. Ça m'étonne un peu pour une raison assez simple, c'est que la balance commerciale américaine me semble assez loin de ces chiffres. Mais bon, écoutez, je vais vérifier. J'ai pas envie de dire une Non, mais ça, bêtise. c'est Je vais ce qui est regarder en prévu. Hein. détail. C'est ce qui est prévu. C'est une Oui, annonce j'ai de bien ce qui est compris, prévu. parfaitement compris, parfaitement compris. Néanmoins, si le flux est proche ou faiblement distinct des sommes qui sont énoncées là, ça me paraît étonnant. S'il y a 1000 milliards d'échanges au total par an et qu'on prévoit 6 milliards sur 4 ans, ça me paraît étonnant. Tout en sachant que le premier effet des tarifs, c'est une diminution des échanges internationaux. Bon, c'est des chiffres assez compliqués, ces projections, je n'y crois pas une seule. Pour l'instant, je n'y crois pas. Je vais regarder ces chiffres et je ferai une annonce sur le Discord. Évidemment, suivez nos réseaux sociaux, peut-être sur Twitter aussi. Ce sera plus simple, discuter un peu de cette prédiction. Après, on ne sait pas ce que feront vraiment les Américains avec cet argent. En tout cas, c'est à creuser. Bon, il y a aussi l'excédent commercial européen hein, dont Trump se plaint, hein, puisque l'Union européenne a une balance fortement excédentaire de ses échanges avec les États-Unis. Non, ça ne lui plaît pas. À titre de comparaison, la balance entre la Chine et l'UE était abyssale dans l'autre sens. Et au niveau de la France, c'est quasiment nul au niveau des échanges américains. Donc voilà. Alors, tout ça, c'est je pense, très confusant pour tout le monde. Même nous, on essaie de rechercher, mais c'est vrai que bon, c'est le début du mandat de Trump, il y a des annonces, ça part un peu dans tous les sens sur ces questions-là. Donc il faudra voir ça peut-être sans doute à plus long terme d'ici la fin de l'année. J'ai les chiffres ici. En 2023, les échanges entre Américains et Européens sont de 1600 milliards.
et avec la Chine plus, mais on est très très loin des sommes annoncées, donc je pense qu'il faudra attendre un peu plus de sérieux sur ces chiffres. Ok, prochain sujet, David. Alors, je te cède le tapis avec une franco-française qui est sous le coup d'une attaque judiciaire. On parle nommément de Madame Marine Le Pen. Oui, alors, en effet, donc, Marine Le Pen, donc, c'est dans les journées depuis 3 jours, donc je crois que tout le monde est au courant, a été condamnée donc, dans le cadre du procès sur les assistants parlementaires. Moi, j'ai juste envie d'avancer une ou deux pistes comme ça, c'est qu'on a énormément glosé autour de ce qui s'est passé, et puis en même temps, le fond est très flou, c'est-à-dire comment travaillent ces assistants, quelles sont les limites, voilà, entre le parti et le fait de travailler en tant qu'assistant, comment dire, assistant de député. Quelles sont les limites de toutes ces tâches? C'est quand même assez compliqué à comprendre. Et je crois d'ailleurs que d'ailleurs personne ne comprend rien, puisqu'on ne parle que de savoir, elle aurait fait quelque chose de pas bien. Bon, c'est sans doute le cas, mais je pense que beaucoup de partis le font, puisque j'ai justement cette magistrate Bénédicte de Pertuis, hein, dont on parle aussi, puisqu'on nous dit qu'elle est menacée par l'extrême droite depuis qu'elle a émis ce jugement, était aussi la juge d'instruction qui avait envoyé François Bayrou sur le banc des accusés pour le même type d'accusation. Et pour elle, elle a toujours estimé que le parti de Bayrou, le MoDem, avait mis en place un système de détournement de fonds de très grande ampleur, piloté par son président lui-même. Donc ça n'a pas empêché Bayrou de revenir au pouvoir. Donc voilà, moi je trouve que c'était un sujet, je trouve qu'on parle de la forme, mais pas du tout du fond, déjà de savoir à quel point c'est un vrai délit. Je suis tout à fait prêt à le croire, mais moi j'ai du mal à comprendre exactement la teneur du dossier. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que les deux assesseurs qui l'ont accompagnée ne sont pas spécialement connus pour leur engagement à gauche. Elles non plus, ils sont plutôt centristes. Elle était, avant d'être magistrate, elle était experte comptable chez Ernst Young. Donc, elle est en même temps grande admiratrice d'Eva Joly. Donc, elle est un peu accusée à la fois d'être une juge rouge et une supplétive, je cite le Figaro, du Grand Capital. Au fait, tout ça peut donner un bon centrisme. Et donc peut-être elle est tout simplement. En fait, je n'en sais rien, mais toujours est-il que sur le côté politique, c'est un petit peu. C'est vrai qu'aussi il y a toute cette question de la politisation des juges, dont on dit qu'ils sont, comme les journalistes, couche sociologique endogamique et souvent plutôt à gauche. Mais paradoxalement, avec pas une grande passion pour les couches populaires, pas une grande passion pour les gilets jaunes, et plutôt une passion pour les cours de morale. Donc là-dessus, bon, voilà, les pistes que je peux lancer de conversation. Et aussi le fait que 57%, il y a plusieurs sondages qui annoncent que 57% des Français approuvent et respectent les jugements institutionnels. Donc, voilà. Alors oui, ça a été... Non, mais je veux le dire assez fermement. Il y a 10 personnes qui ont voté. Ils sont tous de la famille de cette dame. Bon, c'est aussi sérieux. Enfin, c'est incroyablement peu sérieux, ce sondage. C'est comment tu absurde. sais qu'il n'est pas sérieux? C'est-à-dire qu'il est quand même ces deux gros instituts de sondage, je ne sais plus lesquels d'ailleurs. Il y en a deux. Alors, Je vois pas, sincèrement, je ne vois pas moins de 70% des Français rejeter cette décision. Après la fermeture de C8, après la discussion de la fermeture de CNews d'ici peu, après ce qui s'est passé en Roumanie et après les déclarations de Thierry Breton alors, au niveau européen, ce choix est extrêmement malvenu, très honnêtement. le choix de quoi exactement?
Oui, La sanction de Madame Le Pen, oui, l'interdiction de d'accord. l'inéligibilité. Autant je comprends que les Français seront contents que les élus soient sanctionnés juridiquement pour leur bévue. Le problème, c'est que des élus avec des casseroles en veux-tu, en voilà, je suis Bah oui, cuisinier, c'est ça. Il y en a. malheureusement, ils sont très nombreux. On Mm. aurait aimé que la démocratie brille en montrant simplement qu'elle souhaite une justice équilibrée. Et à ce moment-là, on aimerait quand même entendre M. Macron, M. Colère, M. Mélenchon. Il y a de nombreuses personnes qui ont des affaires au cul extrêmement graves qu'on aimerait bien entendre devant la justice. Car malheureusement, quand on voit les structures des associations de loi 1901, par exemple, la facilité avec laquelle elles permettent des fraudes, et soyez vigilants si vous êtes bénévole, signez une convention de bénévolat et vérifiez les comptes. Vous avez le droit de vérifier les comptes, c'est parfaitement légal. Vérifiez les comptes des associations dans lesquelles vous vous engagez. C'est un bourbier absolument incroyable. Donc non, je crains que pour la majorité des gens, des voteurs du RN, on a selon les mots de Marine Le Pen elle-même, le système frappe parce qu'ils se sont affaiblis. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. En tout cas, si on va vers une attaque juridique systématique des élus, je ne sais pas qui va rester à l'Assemblée. Bon, en tout cas, ce que je constate, c'est vrai que le sondage, c'est assez contre-intuitif parce que je constate autour de moi des personnes qui ne sont pas du tout pro-Marine Le Pen et qui trouvent quand même que le procédé est les ficelles sont assez énormes. Donc c'est vrai que ça, c'est troublant. Que ce qu'on peut constater des réactions autour de soi n'a rien à voir avec le sondage, dans ce sens-là. Disons que c'est une très vieille affaire, que la majorité des gens qui qui parlent de cette affaire admettent que c'est une petite affaire, qui malheureusement, ce Donc sont là, des on est pareil. pratiques particulièrement communes à la commission, que quand on sait les histoires de Monsieur Colère en particulier, qui semble avoir le pompon en ce moment, on se pose des questions. Donc, non, si on veut nettoyer les écuries d'Ozias, il faut s'y mettre, il va falloir frotter, hein, mais il faut le faire alors. Non, mais ce Si qui on veut un dérange, vrai c'est mouvement vrai. démocratique, il faut faire à tout le monde alors, quoi. Mais Les affaires c'est vrai que Bardella, les affaires. ouais, c'est à se demander comme l'indépendance de la justice, comment on y arrive. Enfin, parce que c'est vrai que là, il y a des affaires totalement étouffées. L'affaire Colère est une affaire de conflit d'intérêts très très importante et qui est donc absolument pas évoquée. Peut-être par Marianne a-t-elle été évoquée une ou deux fois, mais le journal Marianne est aussi en train de changer beaucoup. Donc, c'est vrai que la vraie question, c'est comment on maintient une justice vraiment indépendante, comment on maintient un journalisme vraiment indépendant. De la même façon, la question, elle se pose à peu près de la même façon. C'est une très large question. Par contre, tu voulais nous parler des autres pays dans lesquels des démarches à peu près identiques avaient couru contre des élus ou des potentiels élus. Disons que ça, on a entendu en effet parler à l'Est de certains pays qui n'adhèrent pas, dont une partie de la population, en tout cas, vote pour des candidats qui ne sont pas complètement pro-UE. Et c'est vrai que ça provoque des remous certains. Alors, en gros, les pays en question, ce sont la Géorgie, la Roumanie, la Moldavie, la Slovaquie et un peu la Serbie aussi. Enfin, la Serbie aussi connaît des difficultés. Le président Vučić est soumis à des pressions un peu diverses et variées. Bon, pour l'instant, ça sorte d'équilibre qui tient, mais c'est un peu compliqué. On ne va pas aller dans le détail, on n'a pas le temps, mais la Géorgie, ce mercredi, la Commission européenne a vivement critiqué une loi qui a été adoptée en Géorgie sur les agents de l'étranger. Alors, la Commission assure que cette loi est fondamentalement contre les valeurs de l'UE. Mais elle-même aussi prend des décisions contre un agent de l'étranger dans ces pays mêmes. Donc, c'est agent de l'étranger contre agent de l'étranger. En réalité, un petit pays en général qui veut s'opposer, un petit pays de l'Est qui veut s'opposer à l'Union européenne et derrière aux États-Unis est quand même plus fragile tout seul que ceux qui adhèrent de façon spontanée à tous les préceptes de l'Union européenne.
Donc, peut-être aidé par la Russie dans certains cas, en effet. C'est ce qu'on reproche à ces pays. Alors, Kaja Kallas, la commissaire Kaja Kallas, elle est le chef de la diplomatie. L'Union européenne, évidemment, a déclaré que cela aura un impact très négatif sur la trajectoire de la Géorgie vers l'Union européenne, puisque, en tout cas, 80% de la population, selon des sondages d'opinion, dit vouloir rejoindre l'Union européenne. Le pays est en crise puisque le gouvernement qui a été élu en fin 2024, qui est issu du parti du rêve géorgien, est un gouvernement plutôt pro-russe. Évidemment, les médias européens accusent le gouvernement d'avoir bourré les urnes. Et voilà, beaucoup de manifestations. À quel point les manifestations sont importantes à Tbilissi, je ne sais pas. Enfin, c'est pas. Ensuite, la Moldavie. Comme dit la presse française, l'ombre de la Russie plane aussi sur ce pays d'Europe, comme dirait l'Express. J'ai écouté quelques podcasts de l'Express. Alors, on nous dit que c'est un pays qu'on met sous pression économique, puisque c'est un pays qui est frontalier avec l'Ukraine. Vous avez spécifiquement la Transnistrie, qui est frontalière avec l'Ukraine, dans lequel il y a encore, je pense qu'il y a des soldats russes qui sont postés là, même si l'accès pour les Russes est quasiment impossible. Mais voilà, il y a cette partie-là de la Moldavie et une autre partie qui s'appelle la Gagaouzie aussi, où une femme gouverneur est plutôt pro-russe. Donc ces deux régions de Moldavie sont, je dirais, plutôt du côté de la Russie, alors que la présidente de la Moldavie, elle, est pro-UE. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a eu un vote référendum sur l'adhésion à l'Union européenne qui a été très serré, et c'est surtout les votes des Moldaves de l'étranger, donc ceux qui ont migré dans l'Union européenne, qui sont pour. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire c'est ceux qui sont partis qui sont pour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a un oligarque israélo-moldave aussi du parti Shor, il s'appelle Aylin Shor, proche de cette gouverneure de Gagaouzie aussi, qui œuvre plutôt du côté des intérêts russes. On l'accuse d'avoir détourné 8% du PIB moldave. Pendant ce temps-là, le gouvernement moldave signe un partenariat de défense avec la France. Rapidement, la Moldavie, tout le monde a entendu parler de Georgescu, qui aussi a été arrêté, alors selon d'autres modalités, des modalités d'accusation justement de soutien étranger et russe. Alors, il est très critique, lui, de l'Union européenne et de l'OTAN. Il est arrivé sans parti, sans argent, donc le résultat a beaucoup surpris. Et c'est vrai qu'on s'est un peu focalisé sur sa communication sur les réseaux sociaux, qui est très proche, nous dit-on, de celle de Vladimir Poutine. Il est là un petit peu représenté en surhomme. Il est anti-système, il est conspirationniste. Donc on l'accuse de désinformation et d'avoir reçu de l'aide, du soutien russe. Quel type de soutien? C'est pas non plus très clair. La Roumanie, de toute façon, depuis, est une démocratie fragile. Depuis les Ceausescu, c'est une sorte de coalition social-démocrate, mais elle est minée par la corruption depuis toujours. Voilà. Sinon, rapidement, la Slovaquie, le Fico, vous vous souvenez de ce président slovaque qui avait failli être assassiné. Il est dans grande difficulté aussi, avec une équipe très divisée. Il est plutôt pro-russe. Mais la situation est aussi assez compliquée en Slovaquie. Voilà, juste pour faire un petit rapprochement, c'est que c'est vrai qu'en général, donc, comme vous pouvez voir spécifiquement en Roumanie, il y a eu arrestation. Dès qu'il y a un candidat qui n'est pas absolument pro-UE ou pro-OTAN, il y a une très très grande énergie de l'Union européenne pour le mettre de côté. On a donc un chaos quand même dans toutes ces démocraties. La démocratie ne se porte pas très bien. On ne sait pas, c'est difficile à dire, il faudrait décortiquer, c'est chaque fois des sujets assez compliqués. Entre le rapport à la Russie dans la guerre en Ukraine et dans le conflit de blocs, la guerre de proxy, tout en ayant aussi la question de l'Union européenne qui veut garder une certaine mainmise sur ces territoires. Bon, c'est très compliqué. En tout cas, on remarquera que les parangons de la vertu et de la démocratie que nous sommes ont des méthodes quand même qui sont à minima un peu questionnables.
même s'il faut accepter les rapports de force mondiaux. Un trop grand décalage entre le déclaratif et puis l'effectivité de la force appliquée serait peut-être de bon degré, quoi. Oui, tout à fait. Passons à deux sujets plus légers, non? Tu voulais encore un point sur ce sujet-là? Non, mais en fait, je me rends compte que j'avais un petit point encore sur Trump, dans le sens où comment est traité dans la presse. On peut faire un petit retour rapide? Pour la prochaine fois, non. On va pas, le Ouais, sujet est clos, on ouais, garde un peu de structure, quoi. C'est plus facile pour nos auditeurs qui sont en train de d'accord. La cuisiner prochaine fois, donc, quelque je chose. traiterai des coupes, là, les coupes massives dans les universités et les institutions par Trump. Si vous êtes en train de cuisiner, je vous souhaite de bien manger. Si vous vous baladez en pleine rue, profitez du printemps, il fait très beau. Vous n'avez pas besoin de rebobiner la vidéo. On va malheureusement continuer. Et on a deux sujets beaucoup plus légers, enfin dramatiques quand même. Mais le premier est dramatique mais quand même sur des sujets de moins grande ampleur. Dommage qu'on ne fait pas un bêtisier. Ça pourrait s'imposer comme une figure de style, car on fait semblant de faire tomber les choses ici, évidemment. On a le non-consentement. Tu peux nous en parler? Ça, c'est une américanisation, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps aux États-Unis et qui arrive en France, enfin un peu de progrès, donc on est content. Oui, on fait un peu de progrès, oui. Donc, la notion de consentement, alors je ne sais pas exactement comment s'appelle le texte de loi, mais enfin, en tout cas, au-delà de l'accusation de viol, c'est la notion de consentement éclairé, je dirais, de la femme, évidemment, lors d'un rapport sexuel, quel qu'il soit. Donc, est considérée à l'Assemblée. Enfin, donc cette notion fait l'objet d'un texte de loi. Elle a été votée par 161 voix contre 56, donc très largement. Selon les rapporteurs de cette proposition de loi, toutes les formules ont été validées par le Conseil d'État, qui a estimé que le principal accord de cette proposition serait de consolider les avancées de la jurisprudence, qui considère déjà le défaut de consentement comme un élément clé. Alors, ça ouvre beaucoup de portes. Et nous dit le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, demain, ce sera l'auteur qui devra démontrer par des actes positifs qu'il s'est assuré du consentement. Et l'enquête devra porter sur ce qu'il a compris, ce qu'il a perçu, ce qu'il a fait pour s'assurer de l'accord de l'autre. Alors, ça veut dire, est-ce qu'on signe un formulaire à chaque étape? C'est toujours ma question. Je ne comprends pas très bien de quoi il s'agit. En tout cas, la co-rapporteure écologiste Marie-Charlotte Garin s'est félicitée que nous avons acté que nous passions de la culture du viol à la culture du consentement. Voilà. En tout cas, cette personne démontre qu'on n'est pas passé à la culture de l'intelligence. Bon, ça fait longtemps qu'on l'a abandonné, évidemment. Bon, maintenant, avec la technologie, peut-être qu'il faudra systématiquement enregistrer tous ces dates en entier, et on pourrait arriver à une sorte de OnlyFans généralisé, où du premier mot échangé avec la fille jusqu'au dernier couinement, on ait un enregistrement pour le juge. Ça pourrait être tout à fait sympathique. En plus, ça pourrait être relativement lucratif pour ceux qui ont une vie sexuelle un petit peu plus frustre. Bon, ben pourquoi pas. Moi, ce que je trouve absolument génial avec ces histoires-là, c'est qu'on a un problème de justice qui semble quand même avéré, c'est-à-dire que rares sont les criminologues et les spécialistes de la justice qui ne disent pas qu'en fait, on met plus les gens en prison, on n'a plus de place dans les prisons, on peut faire 30 fois le... J'ai entendu encore une affaire ridicule, il ne faut pas se fier aux faits divers, il faut regarder les tendances lourdes, mais il était tout à fait illustratif. Une personne attrapée pour la 32e fois en quelques années pour assaut, pour attaque sur des gens au couteau, au marteau, enfin tout ce qui passe, et qui était encore une fois relâché après quelques semaines. Bon, on est quand même content d'apprendre dans un pays qui ne sait absolument pas appliquer la justice, qu'on croit qu'on va pouvoir traiter les plaintes de femmes qui pensent que, oui, mon mari, là, c'est que ça fait 8 ans qu'on est ensemble, mais hier, quand même, j'avais pas très envie. Bon, et c'est donc, tout oui, à là, fait il n'y a pas très sympathique. envie, il n'y a pas eu consentement. Et là, donc, le mari, on fait quoi en termes
Disons qu'à minima, il n'est pas très avantagé s'il y a divorce. Punition Bon, légale, c'est quoi? Enfin, comment, puisque déjà les peines sont très très faibles pour des choses graves, là, qu'est-ce qu'on donne comme peine en fait? Non, là, ça sera peut-être plus sévère. je pense que ça doit être très plaisant pour tous ces gens en commission parce que tu peux papoter, hein. Je pense que c'est des sujets qui sont des gouffres à parole, sans aucune réalité. En plus, Des gouffres à règlement de compte. Alors, les pays ils- qui ont déjà acté cette loi, ce sont l'Espagne, la Suède et le Danemark. Non, parce qu'un pays vraiment, oui, oui. pour le coup, beaucoup plus traditionnel encore. Voilà. Mais en effet, moi, je pense que ce sont, ouais, c'est encore engorger les tribunaux qu'ils sont déjà de règlement de compte. Parce que très franchement, moi, cette histoire de consentement, c'est où il y a viol ou il n'y a pas viol, en fait. Il n'y a pas tellement entre. Oui. J'ai du mal à comprendre l'entre-deux. En plus, je sais pas si après signature, avec les relectures des clauses, le désir ne s'est pas un petit Ah peu bah, il est déjà effondré, parti. Il est parti depuis longtemps, ouais. à moins qu'il y ait du dactylophile de première bourre, sans mauvais jeu de mots. Bon, je pense que c'est comme ce que fait la majorité du Parlement. C'est décoratif, ça ne sert à rien, ça fait une coupure de presse. Les gens applaudissent et les flics te diront, bah, on fait comme si ça existait, mais bon, de toute façon, les gens ne portent plus plainte parce que on ne fait rien. Ouais. Je crains que ce soit encore un gadget. Non, Bah, il a juste, l'avantage d'être assez esthétique parce que c'est pas innovant, mais bon, au moins c'est original. Bon, écoute. non, mais moi, je pense que justement, ce genre de loi affaiblit, pour le coup, au contraire de ce que dit cette co-rapporteuse écologiste, affaiblit le combat contre ce qu'elle appelle la culture du viol. C'est-à-dire, à partir du moment où tout devient viol, plus le viol perd de sa force qu'il faut à réprimer. C'est plutôt ça qui est très grave, en fait. C'est si on met sur le même plan un vrai viol avec violence, euh, que, et un échange qui n'aurait pas été parfaitement consenti parce qu'il y a eu un malentendu ou parce que la personne ne s'est pas sentie bien le lendemain, c'est un vrai problème. En fait, je pense qu'on ne doit pas commenter. Ça n'a aucun intérêt. C'est inapplicable. Ça n'existera jamais. Ça permettra peut-être de faciliter certains divorces et gagner un peu plus d'argent dans certains cas. C'est ridicule, ça n'a aucun sens, ça fait fi du rapport homme-femme dans sa complexité. Et pendant ce temps-là, le nombre de viols en Occident augmente de façon régulière depuis 30 ans. Donc, c'est idiot au dernier degré. Pas tout à fait. Enfin, c'est la folie collective dans laquelle vit l'Occident. C'est tout à fait drôle. Donc, ce serait drôle si ce n'était pas dramatique. Ouais. D'ailleurs, en parlant de sexualité débridée et d'absence de consentement, on a une très belle histoire, l'histoire de la Cendrillon Moderne. des temps modernes, qui a recours à son popotin avec autant de ferveur que l'absence du consentement. Donc le film Anora, Palme d'Or, que tu as vu, Flavie. Palme d'Or et oscarisé. Enfin, et le film a tout Oscarisé, pris, ouais. hein. Alors, déjà, de toute façon, on peut éventuellement, si on veut dire même pas trop de mal de ce film, enfin, certainement, on ne mérite pas un Palme d'Or ni un Oscar. Enfin. Oui, alors c'est une Cendrillon des temps modernes, je dirais une Cendrillon globalisée et puis inversée, parce que bon, évidemment, et c'est sûr, c'est l'histoire d'une jeune américaine qui est entre la prostitution et le club, comment on appelle ça C'est une danseuse, c'est une une stripteaseuse, mais danseuse, bon, enfin, aller au-delà de la danse, tu- hein, c'est de la danse plus que suggestive. Et elle rencontre dans ce club où elle travaille un jeune russe, plus jeune qu'elle d'ailleurs, complètement lobotomisé, fils d'oligarque, complètement bourré, camé à longueur de temps, et avec son cerveau déjà cramé, et qui la paye pour passer une semaine avec lui. Il pense tomber amoureux, donc il se marie à Las Vegas. Et là-dessus arrivent comment dire, les factotums des parents qui sont
pas russe, mais les parents sont russes, mais ils envoient d'abord leur factotum arménien pour se débarrasser de la jeune épouse dont ils savent déjà qu'elle est, enfin, qu'ils disent prostituée. Donc évidemment, elle est très très choquée parce qu'elle n'est pas prostituée, mais bon. Et donc c'est assez burlesque, ça peut être drôle par moments. Mais bon, l'intérêt est quand même assez limité. Alors évidemment, quand les parents arrivent, enfin quand les factotomes arrivent, le fiancé, le mari disparaît. Donc s'ensuit une course-poursuite pour le retrouver. Enfin, vous épargne les détails, mais ce qui est assez drôle, c'est de voir à quel point. Alors là, les Russes, vraiment, pour le coup, très mauvais parents. Les enfants sont pourris gâtés, épouvantables. La maman est très très méchante. Le père encore plus, parce que dès qu'on se fout de la gueule de sa femme, il est mort de rire. La famille russe est absolument atroce. Et au bout, je ne sais pas très bien ce qu'on veut nous raconter. Et c'est un film qui a fait beaucoup, beaucoup parler. Il y a un acteur qui joue un des factotums plutôt sympa, qui finit par s'occuper de la fille, qui jouait dans Compartiment 6, déjà un film que j'avais vu il y a longtemps, qui est l'histoire d'une jeune américaine aussi, qui quittait sa compagne, qui la négligeait un peu pour faire un voyage au bout de la Sibérie, et qui rencontrait ce jeune homme aussi dans un compartiment de train, et au départ elle prenait pour un plouc russe absolu, pour lequel elle a le plus grand mépris, et ils apprennent à se connaître au fur et à mesure du trajet. Là c'est un peu le même sujet, parce que ce personnage qui paraît voilà, un peu très, comment dire, très grossier au début, finit plutôt par s'occuper d'elle. Et voilà, donc c'est un acteur qu'on a déjà vu 2 fois et qui est plutôt intéressant. Mais à part ça, bon, voilà, moi je trouvais que la fille était pas mauvaise actrice. Toi, tu es pas d'accord avec ça? Je trouve qu'elle a un abattage quand même. Je trouve son jeu d'acteur parfaitement sans intérêt. Elle joue la décérébrée placide qui hurle de temps en temps avec Je ne joue pas avec une toujours bien certaine faite, hein. incarnation, mais en fait, j'ai pas vu de différence d'émotion dans son jeu. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a eu Cendrillon qui est la fille maltraitée, qui rencontre le prince charmant pour l'amour, une fille pure dans le don de soi, qui a été remplacée. Bon, ben, en un siècle maintenant, on a une prostituée qui après de nombreux échanges tarifaires, se marie et se dit j'ai touché le gros lot. Donc j'ai gratté un ticket de loto, je vais avoir du pognon, je vais plus devoir donner mon cul. C'est le rêve américain dans sa grandeur. Bon, c'est Pas pas si qu'américain, mal. moi je dirais globalisé, c'est justement ça. En plus, c'est des histoires de cul qui éventuellement tournent en histoire d'amour, mais enfin, on ne sait pas trop, mais enfin c'est dans ce sens-là. Alors au début, on a déjà vu ça peut être un peu provocateur, un peu intéressant, mais là, ça tourne à vide, vraiment. Disons qu'en fait, ce qui est un peu pauvre, c'est en fait, elle le fait pour l'argent. Et ce goût de l'argent fait qu'elle y croit quand elle se marie à Las Vegas, qui est quand même le truc qui n'aboutit jamais. Elle se bat hein, jusqu'à la fin. Elle se bat pour garder ce mariage et l'accès aux millions, parce qu'elle a beaucoup, elle a beaucoup aimé le style, le niveau de vie que lui apportait ce monsieur. C'est un film absolument sans intérêt. Par contre, moi, j'ai envie d'ouvrir un autre débat. Par Parce que contre, je je me veux suis... bien juste qu'il y a des très belles vues de Coney Island, qui est cette grande, comment dire, sorte de lieu de jeu qui a été créé dans les années 20-30, qui est très cinématographique. Woody Allen avait fait un film là aussi. Et il y a quand même quelques petits moments de cinéma, petits, courts. Oui, très bien. En tout cas, ce qui était le plus intéressant, c'est la Palme d'Or pour moi. C'est-à-dire qu'on a eu un phénomène assez intéressant, c'est que les plateformes IMDb, Rotten Tomatoes, qui étaient les référents qui étaient soi-disant les votes des gens, hein, et qui avaient des bons résultats, ça reflétait vraiment le goût des gens. Et si le film était bon quand les gens votaient de façon libre, ces plateformes sont devenues propriété des studios et ont progressivement mis des notes incroyables à des navets incroyables, ce qui a détourné les gens de ces plateformes et donc sont devenus, comme d'ailleurs une grande partie des critiques, hein, une composante de la promotion. Ben, on doit admettre maintenant que le Festival de Cannes, en grande partie, est mort et est devenu un espace de promo comme un autre. C'est une pub pour Coca-Cola. On est content, on est content de l'apprendre. Encore une chose qui disparaît. Moi, je suivais beaucoup de Sous festivals le de regard. Cannes avant.
Mais là, je le suis plus, en fait. En fait, je m'en suis désintéressée, je pense, justement, avec le temps et en constatant ça, mais même de façon comme ça, intuitive. J'ai même plus envie de suivre. Sans être cinéphile, donner une palme d'or à une bouse pareille, c'est pour des raisons pécuniaires. Mais ça peut être que Non, ça. même pas, c'est À moins peut-être que qu'il le y avait rien cinéma d'autre. soit mort. Voilà, non, c'est plutôt ça, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Mais il y a le cinéma asiatique, il y a le cinéma russe qui paraissent être riches. Bon, malheureusement, évidemment, en plus des raisons pécuniaires et marketing, ces festivals sont aussi géopolitisés, sont politisés, donc bon, probablement qu'on a raté un très bon film coréen ou japonais qui n'est pas passé sous l'œil ou chinois, qui n'est pas passé sous l'œil de Palme. Bon, après, on sait que le Festival de Palme a un goût pour une certaine dissidence des femmes à poil. C'est sûr que le film montre beaucoup de femmes dénudées, donc peut-être c'est ce qui a plu au jury, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on peut terminer là-dessus, sur cette note d'espoir pour le futur de la culture européenne. Eh bien, comme la Palme d'Or est morte, soutenez les petits créateurs qui vous offrent des perspectives au moins fraîches, au moins artisanales, au moins originales. N'hésitez pas à nous faire des critiques, à nous donner en commentaire des façons de nous améliorer. Allez sur nos réseaux, sur Discord si vous voulez discuter. Je vous souhaite une excellente soirée. Saluez la technique qui est le plus beau des métiers. Merci beaucoup. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du coup